Et si on se posait la question, l'anglais, est-ce que ça pourrait être en quelque sorte un dialecte du français? Ça a l'air un peu provocateur comme idée, c'est vrai. Mais dans cette analyse, on va voir que l'histoire linguistique qui se cache derrière est absolument fascinante. Alors, cette question, elle peut paraître un peu folle, non? Et pourtant, elle est loin d'être sortie de nulle part. En fait, c'est la porte d'entrée parfaite pour explorer la relation historique complètement déséquilibrée entre la langue française et la langue anglaise. Et la raison de cette question, la voilà. Regardez bien ce graphique. L'échange est tout sauf équitable. On estime que 60% du vocabulaire anglais vient du français, 60%. Et dans l'autre sens, à peine 4%. C'est ce déséquilibre incroyable qu'on va essayer de comprendre. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur l'analyse d'une grande linguiste, Henriette Walter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment la grammaire elle-même, en faisant juste attention à la façon dont on rapporte ses paroles, va nous aider à remonter le fil de l'histoire. L'outil qu'on va utiliser, il est tout simple. C'est le discours indirect. Dit autrement, c'est juste le fait de rapporter ce que quelqu'un a dit. Ça peut paraître un détail, mais on va voir que c'est un outil super puissant qui va nous permettre de voyager dans le temps. Allez, on met ça en pratique tout de suite avec une première déclaration clé de notre experte pour voir où est-ce que ça nous mène. On attaque donc la première partie de notre enquête. Et pour ça, on va remonter le temps. Loin en arrière, il y a presque 1000 ans. Parce que tout commence avec un événement historique majeur. Et voilà, notre tout premier indice. Une citation directe d'Henriette Walter. Elle place le début de toute cette histoire au XIe siècle. C'est notre point de départ. Et c'est là que notre petit outil de grammaire entre en jeu. Regardez bien. Quand on rapporte ces paroles, le verbe au présent, date, passe à l'imparfait, datait. Ce petit décalage dans le temps du verbe, ce n'est pas rien. Ça nous ancre fermement dans le passé et ça nous met sur la piste d'un événement historique précis. Et cet événement, le voilà, la conquête normande. En 1066, Guillaume le Conquérant prend le pouvoir en Angleterre et installe toute une élite qui parle français. Pendant 300 ans, le français devient la langue du pouvoir, de la cour, de la justice, de l'administration et même de la bonne cuisine. L'anglais, lui, reste la langue du peuple. Il va donc se mettre à absorber des milliers de mots français pour tout ce qui touche au prestige. Justice, government, army et même la nourriture que mangent les nobles, comme pork ou beef. Henriette Walter nous donne ensuite un deuxième repère dans le temps qui est crucial. Elle nous parle d'un retournement de situation, mais attention, on est bien plus tard, seulement à la fin du XVIIIe siècle. Et là encore, le changement de temps du verbe nous guide, le futur simple, empruntera, devient du conditionnel présent, emprunterait. Ça confirme bien la chronologie, l'influence massive du français, ça a duré des siècles, avant que la balance ne commence tout doucement à pencher un peu dans l'autre sens. Bon, après ce petit voyage dans le passé, revenons au présent. Est-ce que cette relation historique se ressent encore aujourd'hui? L'échange est-il devenu un peu plus équilibré avec le temps? La réponse de notre experte est sans appel. Un seul mot, incomparable. C'est extrêmement fort et ça prépare parfaitement le terrain pour la statistique choc qu'on a vue au début. Parce que voilà ce que incomparable signifie, concrètement. Ce chiffre, près des 2/3 de tous les mots anglais sont d'origine française ou latine, mais passés par le français. C'est l'héritage direct et toujours bien vivant de la conquête normande. Alors, dans ce contexte, que prend le français à l'anglais aujourd'hui? En fait, les emprunts sont très spécifiques. Ils se concentrent sur des domaines bien précis et plutôt modernes. La technologie, le business, les médias. On pense tout de suite à des mots comme podcast, marketing ou manager. Et de l'autre côté, l'anglais continue d'emprunter au français, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Il ne prend pas de mots techniques, il pioche plutôt des mots, des expressions qui évoquent un certain art de vivre, une forme de sophistication. Joie de vivre, déjà vu, ce sont des mots qui ajoutent une petite touche de culture, un côté chic. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce qu'on a appris, au fond, avec ce petit décodage de l'histoire? Alors, que faut-il retenir? Premièrement, qu'un seul événement militaire peut redéfinir une langue pour des siècles et des siècles. Deuxièmement, que l'influence sur l'anglais est absolument massive, 60% de son vocabulaire. L'échange reste aussi profondément à sens unique. Et enfin, que les emprunts qu'on observe aujourd'hui sont un miroir parfait de nos cultures, la technologie d'un côté, l'art de vivre de l'autre. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de l'anglais et du français, c'est une preuve éclatante que les langues ne sont pas figées. Elles sont le produit vivant de l'histoire avec un grand H, des rapports de force et des échanges culturels. La question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les histoires qui sont en train de s'écrire dans notre propre vocabulaire là, maintenant?